Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de première information et non des moindres. Hier, le mardi 24 août, a été déclaré homologué, non de façon permanente puisque ça sera une date butoir jusqu'en 2024, l'homologation par la FDA américaine, la Food and Drug Administration, cette fameuse administration qui gère toutes les homologations, réglementations et normes en ce qui concerne le sanitaire, alimentaire et médical, une homologation pour le Pfizer. Deux choses qui me paraissent essentielles à savoir sur cette information, que d'ailleurs il est étrange que la plupart des médias français n'aient pas relevée. La première, c'est que cette homologation, donc c'est-à-dire que là c'est comme si on homologuait, on légalisait l'usage de ce produit, intervient alors que le Pfizer est toujours en phase 3, donc en phase expérimentale, et que la fin des tests expérimentaux doit se terminer en 2023. Or, il se trouve que son concurrent, le Moderna, sa phase d'expérimentation doit se terminer en 2022. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Moderna est le premier à donner ses rapports, ses tests totaux pour recevoir son homologation, ça veut dire que finalement Moderna pourrait éventuellement être le produit qui pourrait recevoir le premier l'avantage d'une homologation au détriment de ses concurrents. Grâce à un lobby très puissant, le Pfizer a finalement doublé Moderna pour s'assurer une sécurité d'être déjà le premier à être homologué. Alors, encore une fois, de façon temporaire, puisque son homologation est valide jusqu'en 2024, ce qui laisse évidemment le temps au Pfizer de pouvoir continuer donc son business en concurrence avec le Moderna, dont d'ailleurs on a tout de suite eu une des représentantes de la société Moderna qui commence déjà à parler de faire ou de commencer à entrevoir, envisager une troisième dose, voire, suite aux résultats que Moderna pourra éventuellement donner l'année prochaine, dans le cadre de sa fin de tests expérimentaux, un rappel vaccinal tous les ans. Donc vous voyez, le business est toujours là. Le lobbying pour essayer d'avoir le monopole du marché est là. Mais la deuxième chose la plus importante, c'est que cette homologation du Pfizer aux États-Unis pourra potentiellement permettre, soit à l'État fédéral ou à des États, de légiférer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'avec un produit homologué officiellement par un organisme fédéral de santé, l'État fédéral ou les États pourront légiférer sur une obligation vaccinale. D'ailleurs, même le fameux Dr Fauci a été interviewé à ce sujet et a encore milité une fois de plus pour la vaccination. Donc j'ai envie de dire attention danger, parce que là ça veut dire que c'est une première pierre dans un processus qui forcément est la conséquence d'un lobbying pour accélérer le mouvement. C'est-à-dire accélérer la possibilité à des États de légiférer sur l'obligation vaccinale. Donc pour l'instant, c'est aux États-Unis. Pour l'instant, il n'y a pas encore de bruit de couloir sur le fait que l'État fédéral pourrait éventuellement lancer un processus de législation d'obligation vaccinale, mais l'opportunité, je dirais, est trop grande pour ne pas la saisir. Donc information quand même non négligeable. Deuxième information, alors là,
je vais vous dire, franchement là, il y a de quoi tomber sur le cul, parce que finalement, nous commençons à voir des gens qui commencent à confirmer ce que certains disaient il y a plusieurs mois de cela. Ce que des gens comme le professeur Toussaint, Péronne, même Raoult, eh bien tout d'un coup, ces gens-là qu'on a accusés de complotisme, d'approximation, d'irresponsabilité, d'immaturité, sont des gens dangereux parce qu'ils disent n'importe quoi. Et bien aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de constater suite aux différentes études qui ont été faites, plus particulièrement avec ce qui se passe en Israël? Je vous laisse constater par vous-même, c'est criant de vérité de ce que la manipulation et la désinformation a pu faire depuis des mois. Où il y a une grande déception, c'est qu'on pensait qu'il serait efficace aussi contre la transmission. Et là, on s'aperçoit qu'il y a, les dernières études l'ont montré, on pensait que la charge virale, c'est-à-dire ce qui va permettre d'inoculer, de transmettre le virus, on pensait qu'elle serait moins importante, cette charge virale, chez les personnes vaccinées. Il s'avère qu'elle est à peu près identique chez les vaccinés et chez les non-vaccinés. En revanche, elle dure beaucoup moins longtemps. Donc, on transmet peut-être, mais beaucoup moins tout de même, qu'une personne non vaccinée. Et autre chose qui a été démontrée par de récentes études, c'est qu'on imaginait que l'immunité vaccinale était plus importante que l'immunité naturelle. Quand vous avez été infecté naturellement par le virus, on pensait qu'en fait l'immunité vaccinale était plus forte. Or, de récentes études montrent qu'en fait, c'est l'immunité naturelle. Lorsque vous avez été infecté naturellement par le virus, eh bien votre immunité est plus forte. Ce qui paraît assez logique, parce que lorsqu'on est immunisé naturellement par le virus, on met en marche toutes nos immunités, et notamment l'immunité muqueuse. Vous savez, la muqueuse nasale, le virus pénètre par là. Et on a une immunité de cette muqueuse nasale. Or, dans le vaccin, on n'a pas cette immunité de la muqueuse nasale. Et c'est ce qui fait d'ailleurs peut-être que la transmission reste un petit peu reste présente même quand on est vacciné. En fait, et je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait même évoqué d'associer deux vaccins. Un vaccin donc qui va stimuler notre immunité générale, si vous voulez, et associé à un autre vaccin par inhalation qui pourrait justement stimuler notre immunité muqueuse, donc ce qui permettrait d'éviter la transmission. Donc, pour l'instant, ce qu'on a vu cet été, c'est que c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a quasiment pas de réinfection. C'est-à-dire que quand vous avez été infecté une fois et que vous avez une vraie infection, c'est très très rare que vous soyez réinfecté par le virus. Et cette immunité que vous avez quand vous êtes infecté par le virus, elle est vraie pour tous les variants. Il n'y a pas de variant qui a réussi à faire des vagues de réinfection. Donc pour l'instant, dans tous les pays du monde... Quand vous avez été vacciné, c'est comme si vous aviez été infecté par le virus. Alors, c'est un petit peu moins bien que si vous aviez été infecté pour le virus, si on avait dit le contraire avant. On avait dit l'immunité vaccinale est bien meilleure que l'immunité naturelle. C'est d'ailleurs pour ça qu'on faisait une dose alors qu'on avait déjà été immunisé. Il y a une étude américaine qui est sortie et qui a montré non, en fait, c'est probablement pas le cas. L'immunité naturelle est meilleure que l'immunité vaccinale. Ce qui veut dire sans doute, et c'est ça qui est intéressant, c'est que même qu'on sera tous vaccinés, en fait, il y a une immunité naturelle qui va continuer à se faire dans la population malgré le fait qu'on soit vacciné et qui va encore renforcer notre vaccination, notre immunité. C'est-à-dire qu'en fait, le vaccin donne une première couche d'immunité qui fait que vous n'aurez pas de forme grave, mais qui est insuffisante sur la transmission pour empêcher que le virus continue de circuler et renforce votre immunité. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de gens, et ça c'est une vérité, de gens qui ont été vaccinés, qui disent derrière j'ai été PCR positif. On pourrait dire que c'est pas mal. On pourrait dire que c'est pas mal que Pfizer ne couvre pas trop la transmission, parce que comme ça on se le transmet sans forme grave, et donc on renforce l'immunité naturelle. Exactement. C'est pour ça qu'en fait aujourd'hui on ne cherche plus l'immunité collective avec le vaccin, on la cherche avec le vaccin et probablement renforcée par une immunité naturelle. En revanche, on veut vacciner 100% de la population pour que lors de cette première immunisation, on n'ait personne qui aille à l'hôpital, d'où la nécessité de vacciner 100% de la population. Allez. Pardon ? Les vaccinés ont une immunité moins forte que les gens qui ont été contaminés par le virus? Mais dites donc, c'est pas ce que disaient un certain nombre de médecins, chercheurs, biologistes il y a plusieurs mois de ça? Que justement, le fait de
de laisser le virus circuler tout en ayant une politique de protection, évidemment, pour les plus faibles, permettrait de construire une immunité collective avec, évidemment, le vaccin pour ceux qui veulent se faire vacciner. Mais à la limite, combien de gens qui ne sont pas vaccinés ont chopé le virus, ont été asymptomatiques, ont été symptomatiques. Symptomatiques, on traite, on a des traitements. Des mêmes traitements qui aujourd'hui on vous dit non, ça ne marche pas. Ça a été prouvé scientifiquement. Ah oui, par qui ? Où sont les rapports comme quoi ça a été prouvé que ça ne fonctionnait pas ? Parce que ça c'est pareil, hein, ces journalistes-là, ils disent oui, mais des tests, des expériences scientifiques ont prouvé que ça ne marchait pas. C'est bizarre, personne ne dit, mais oui, attendez, lesquels ? Vous êtes journaliste, vous affirmez ça, donc donnez vos sources, donnez vos liens, donnez vos arguments, vos documents, vos références pour affirmer que ces traitements ne fonctionnent pas. En effet, ils ne fonctionnent pas sur tout le monde. Mais à la rigueur, ils ne fonctionnent pas sur tout le monde, comme le vaccin ne fonctionne pas sur tout le monde. Tout d'un coup, on est en train de redécouvrir l'essentiel, le fondamental de la santé. Qu'un traitement n'a qu'un bénéfice qu'à partir du moment où il permet de protéger ou de soigner la majorité, en acceptant le risque qu'il ne fonctionne pas, ou qu'il puisse avoir des conséquences graves sur une minorité. Nom de Dieu. Mais non, ça ne va pas empêcher de continuer toute cette mascarade avec le pass sanitaire. Ça ne va pas empêcher à commencer à vous faire peur à la veille de la rentrée pour peut-être mettre des consignes ou des restrictions. Parce que la contamination reprend. Parce qu'on a des gens qui arrivent plus à l'hôpital. Oui, mais alors attendez, qu'est-ce qui nous permet d'assurer que le chiffre que vous mettez en l'augmentation de gens qui vont à l'hôpital, c'est des gens qui vont à l'hôpital parce qu'ils ont chopé le Covid? Où sont les chiffres qui permettent de déterminer les acceptations en hôpitaux, mais les patients, ils vont où? Est-ce qu'ils sont déclarés Covid? Est-ce que c'est du Covid sévère? Est-ce qu'ils vont en réanimation? On n'en sait rien. Non, on vous balance un chiffre. Oh, regardez, le taux d'acceptation en hôpitaux augmente. J'ai envie de dire, avec tous les gens qu'on a refusés, qui ont eu des rendez-vous annulés au printemps, etc., mais qu'aujourd'hui, peut-être qu'il serait peut-être temps de les faire quand même aller à l'hôpital pour des examens, etc., des opérations aussi, qui étaient prévues peut-être au printemps, mais qui ont été repoussées au mois d'août, etc. Donc, oui, qu'est-ce qui nous prouve que ce chiffre n'intègre pas de façon malhonnête toutes les acceptations d'hôpitaux sans faire de différenciation entre ceux qui sont à l'hôpital pour des questions ou des problèmes de Covid ou d'autres? On n'a pas. Comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, on constate que sur les réseaux sociaux, ça devient de plus en plus agressif. On est de plus en plus confronté à des gens qui vous vendent, qui vous font la promo des dogmes, des doctrines pro-vaccin, pro-pass sanitaire. Et que ces gens-là, quand on essaie un moment de fouiller un petit peu, de creuser, on se rend compte que finalement, ils n'ont absolument aucun argument. Et que finalement, ils finissent par vous accuser de ce que vous n'êtes pas. Et même des fois, trouvent le moyen de retranscrire ou de trouver ce qu'ils veulent trouver dans vos propos, alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout ce que vous dites. Ce n'est pas du tout ce que vous exprimez, de ce que vous expliquez. Ce n'est pas du tout le reflet, même à la limite, de votre opinion. Vous faites juste un constat. Mais que ce constat permet à des gens de vous cataloguer, de vous étiqueter, de vous rentrer dans une case. Sauf que le problème, c'est quand vous avez un gouvernement qui, en réalité, depuis 1 an et demi, voire 2 ans, prend des décisions qui sont en fait des décisions pour protéger leur cul pénalement, il y a un moment donné où il y a des questions qui sont légitimes. Mais attention, comme je vous l'ai dit, sur les réseaux sociaux, l'étau se resserre sur la censure, sur le dénigrement, sur la décrédibilisation.
On l'a bien vu, hein, avec le coût des manifestants. 200 000 manifestants, ce n'est pas représentatif des Français. Je vous rappelle que 63% des Français sont d'accord avec la politique d'Emmanuel Macron. Attendez. Vous ne considérez pas que 200 000 Français sont représentatifs de l'opinion des Français? C'est-à-dire, vous ne considérez pas qu'un manifestant peut représenter peut-être 5, 10, 20 ou 100 personnes qui pensent exactement la même chose, qui sont en soutien des manifestants. En revanche, vous vous servez d'un sondage pour nous faire une démonstration que l'opinion affirmée, confirmée des Français est de 63% au bénéfice de Macron sur sa décision de gestion de la pandémie. Un sondage qui, en général, est fait sur une centaine, voire 1000 personnes. En l'occurrence, le dernier sondage que j'ai vu, c'était 1002 personnes. Un même sondage qui a été utilisé par des pro-vaccins pour dénigrer les manifestants. Oui, mais les manifestations, 230, 250, de toute façon, c'est sur 68 millions d'habitants, ça ne représente rien. Je rappelle que 61% des Français sont pour le pass vaccinal. 73% des Français sont pour la politique du gouvernement. Mais alors ce que je ne comprends pas, c'est que dans les plateaux de télé, personne ne relève le fait de dire « Attendez, vous êtes en train de nous dire que 200 000 personnes ne représentent rien, par contre 1000 personnes représentent quelque chose. » Il n'y a pas une incohérence quelque part? Alors ils vont dire oui, mais les sondages, vous savez, il y a une sélection qui est faite selon un processus bien établi, ce qui crédibilise l'opinion qu'on peut tirer des personnes sondées. Donc vous reconnaissez que les instituts de sondage font de la sélection. Mais comme on n'a pas de données pour savoir où est-ce que vous avez fait vos sondages, alors on se souvient, hein, je vous ai expliqué, hein, si vous êtes macroniste, vous demandez un sondage à un institut de sondage, l'institut de sondage va faire en sorte d'aller faire ses interrogations auprès de gens sur Internet dans des endroits où Macron n'a pas été avec des résultats très élevés, où les En Marche restent encore en bonne position, on va dire, dans l'électorat. C'est toujours facile. Donc, la problématique aujourd'hui, c'est que finalement, ce que disaient certaines personnes, peu médiatisé en effet, mais relayé par d'autres personnes. Donc déjà le fait de relayer des informations qui sont contradictoires à la politique générale et officielle, vous êtes forcément complotiste. Sauf que le problème, c'est que ce que disaient certaines personnes, ce que l'on relayait il y a plusieurs mois, aujourd'hui commence à devenir des vérités. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que certainement les réseaux sociaux vont resserrer les filtrages de la censure pour empêcher les gens de démontrer, de donner des liens, de donner des sources. Comme quoi, ce qu'on disait peut-être il y a quelques mois, aujourd'hui, tout d'un coup, on est en train de vous dire que c'est ça, que c'est une vérité. Comment voulez-vous après que les médias gardent leur crédibilité alors qu'il y a quelques mois, ils disaient tout l'inverse? Qu'est-ce qu'on constate en ce moment? C'est la rentrée. La campagne présidentielle approche. Vous allez voir un renforcement médiatique de communication contre CNews. C'est-à-dire qu'on va vous convaincre que CNews est une chaîne d'extrême droite. Vous allez voir, ils vont s'acharner sur CNews. J'ai pu voir Natacha Polony. Pourtant Natacha Polony qui était quand même face à Philippot. Et qui insiste face à Philippot en disant oui, mais dans les manifestations, il y a quand même des gens qui tiennent des propos, machin. Est-ce que vous partagez ces propos? Est-ce que... Et Philippot se défend en disant écoutez, moi j'ai pas entendu ce genre de propos. Alors peut-être qu'il y en a, mais je dirais à la limite comme partout. En cherchant bien, en grattant bien, on trouve toujours des brebis galeuses, on trouve toujours des moutons noirs. Des gens qui vont tenir des propos approximatifs sur lesquels on va s'appuyer pour faire la démonstration que, vous voyez, les manifestants sont des ignorants. Les manifestants sont des idiots.
Les manifestants sont des antisémites, des racistes, des gens d'extrême droite. Sauf qu'elle insiste là-dessus. Elle insiste sur ce détail. C'est-à-dire que on ne va pas me faire croire que Natacha Polony n'a pas dans son esprit la capacité à un moment de se dire qu'en effet, certains propos, certaines personnes qui sont très approximatifs, sont idiots, disons-le, mais finalement ne sont pas le représentatif de la majorité. Et pourtant, elle s'amuse à essayer de dénigrer la crédibilité, l'authenticité de ces manifestations, c'est-à-dire remettre en question l'existence même de ces manifestations. C'est-à-dire qu'à la limite, tous ces gens qui manifestent n'ont pas lieu d'être. Ce sont des ennemis de la République. Ce sont des ennemis de la logique sanitaire qui est le vaccin. Il faut se faire vacciner. Qui a remonté le propos de Véran qui disait 100% vaccinés, c'est l'assurance de la disparition et de notre victoire contre le virus? Souvenez-vous, j'avais mis la vidéo dans une précédente vidéo. J'affabule pas. C'est bien ce qu'il a dit, devant la représentation nationale. Alors que ce propos est complètement faux. Vous n'aurez jamais 100% vaccinal, puisqu'il y a des gens qui ne pourront pas se faire vacciner, parce qu'ils ont des problèmes de santé, parce qu'ils ont des fragilités, parce qu'ils ont des allergies, qui ne leur permettent pas de se faire vacciner. Donc on ne pourra jamais faire un 100% vaccinal. Et non, le virus ne disparaîtra pas. Il sera toujours là. Mais on vivra avec. Comme nous vivons avec tous les autres virus qui ont été en leur temps des problèmes sanitaires, mais pour lesquels aujourd'hui nous avons des protections, pour lesquels nous avons des outils pour lutter et soigner. Souvenez-vous, je vous avais parlé d'Ebola. Ebola qui continue à sévir en Afrique, sur lequel on a lancé des campagnes de vaccination, toujours financées par M. Goetz, et qui, à un moment donné, s'est avéré, à un moment donné, une nouvelle souche d'Ebola, plus résistante au vaccin. Mais comme on a les bases, comme on a les structures, comme on a les outils, c'est-à-dire qu'on ne va pas à l'aveugle, on n'est pas dans l'inconnu. On connaît le virus, on connaît les traitements, on les maîtrise, donc il suffit simplement de les réadapter à la nouvelle souche. Et pour le Covid, ça sera la même chose. La seule différence, c'est que le Covid est un instrument politique pour tester la résilience, tester la soumission des peuples. C'est une évidence. Ce n'est pas de la fabulation, ce n'est pas de la science-fiction, c'est une réalité. Le pass sanitaire n'a pas lieu d'être. Il n'a aucune raison d'exister. Et à tous ceux qui disent oui, mais c'est un moyen quand même de protéger. Protéger qui? Protéger quoi? Puisqu'aujourd'hui, vous avez des gens qui vous disent que même vacciné, vous pouvez contracter le virus et vous pouvez contaminer les autres. Un vacciné peut contracter le Delta, aller dans les zones de gens qui ont le droit d'aller, puisqu'ils n'ont pas de sanitaire, et contaminer tous les autres vaccinés avec le Delta. D'autres diront oui, mais c'est justement pour protéger les non-vaccinés. Comme ça, les vaccinés ne fréquentent pas les non-vaccinés et le vacciné contaminant ne contamine pas le non-vacciné. Mais dans ce cas-là, vous le faites partout. Dans le métro, dans le bus, dans la rue, dans les supermarchés. Tenez un exemple. Vous savez, aux États-Unis, l'année dernière, il y a eu une analyse justement pour déterminer où étaient les clusters les plus importants, c'est-à-dire là où les gens finalement pouvaient se contaminer le plus. Il y a deux endroits, les stations-service et les supermarchés. Pourquoi? Parce que ce sont les deux lieux où les gens touchent successivement des choses, des objets, des supports. Dites-moi, les Français, gouvernement français, vous avez mis le pass sanitaire sur les stations-service? Non. Donc vous pouvez m'expliquer comment vous faites pour éviter qu'un
vacciné contaminant ne contamine pas un non-vacciné avec un delta qu'il a contracté, sur lequel il est peut-être asymptomatique, mais qui va refiler son virus à un non-vacciné. Et inversement, qu'un non-vacciné qui va contracter le virus mais qui est asymptomatique va refiler le delta à un vacciné, mais qui malheureusement, le vaccin va peut-être pas suffisamment le protéger, va finir par tomber malade à cause du delta. Donc là, vous m'excuserez, mais votre passe sanitaire, il ne sert à rien. L'argument de protéger ne tient pas debout. Si vous voulez qu'un passe sanitaire protège, dans ce cas-là, vous l'appliquez partout. Vous polissez la population française et vous discriminez volontairement, légitimement, les non-vaccinés pour protéger les vaccinés. Ou inversement. Donc du coup, votre passe sanitaire ne sert à rien et n'a aucune légitimité. Par contre, il a un intérêt certain de voir jusqu'à quel point on peut réussir à séparer un peuple en créant deux statuts différents, en faisant de la discrimination à l'encontre d'une catégorie de la population, en faisant en sorte de faire de la police, du contrôle, et voir jusqu'où on peut aller. La mise en place du pass sanitaire, je rappelle que les supermarchés avaient été exclus. Sauf qu'au bout d'une semaine, ils ont été réintégrés dans l'appareil. Il y a les Yvelines qui vient de décréter que le pass sanitaire obligatoire dans les supermarchés était illégal. Donc ça commence à se fissurer un peu partout. Mais le problème, c'est quand ça commence à se fissurer, tout d'un coup, on a un totalitarisme politique et idéologique qui s'impose. Et il est flagrant. Il est tellement flagrant qu'il n'a même plus honte d'agir à ciel ouvert. Il n'a même plus honte, il ne se cache même plus, ce totalitarisme idéologique. On le voit partout, sur les plateaux, à la radio, sur Internet, sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne percutent même pas, qui sont les idiots utiles d'une politique de test, de résilience de la population française. Sortons de l'aspect sanitaire. Là, nous avons actuellement une polémique, un scandale. L'extrême droite instrumentalise les cartes qui démontrent qu'il y a, non pas un remplacement, mais une augmentation non négligeable d'enfants issus de couples, ou de parents, ou de géniteurs extra-européens. C'est-à-dire que ces cartes sont en train de tout d'un coup nous révéler ce qu'on disait depuis des années, c'est qu'il va y avoir un moment donné où il va y avoir des endroits en France où il y aura une population d'origine étrangère ou une population française, mais issue d'une culture, d'une tradition extra-européenne qui sera majoritaire. Et évidemment, sur un point de vue démocratique, ça pose un problème, parce que si dans un quartier, si dans une circonscription, vous avez une majorité, alors disons-le ouvertement, parce qu'ils n'osent même pas dire le mot, mais si vous avez une majorité de musulmans, dans ce cas-là, la circonscription, la représentation musulmane dans cette circonscription se doit d'être reconnue. Et nous risquons de voir en France exactement ce qui s'est passé en Angleterre, c'est-à-dire des quartiers, des mairies, des secteurs qui vont s'islamiser. Et s'islamiser de façon légitime. Sauf que là, c'est le rôle de l'État de dire, mais peu importe. La France, c'est un peuple unique et indivisible. Donc si dans des endroits, dans des quartiers, dans des collectivités locales, même dans les villes, vous avez une majorité de gens qui représentent ou qui sont représentatifs d'une communauté ethnique, religieuse, politique, ça ne change en rien le fait que vous êtes unique et indivisible. Et que ça ne donne aucun droit, aucune légitimité à une communauté d'imposer, sous prétexte parce qu'elle est majoritaire, ses lois, ses principes et ses règles aux autres.
les lois et les règles, c'est l'État. L'État-nation, la souveraineté du peuple, unique et indivisible. Sauf qu'encore une fois de plus, ce genre de principe a été jeté à la poubelle depuis maintenant des décennies par des politiques qui font du clientélisme. Sauf que ce clientélisme aujourd'hui, eh bien, il est en train de remonter à la surface, et tout d'un coup, on se rend compte qu'il va y avoir des endroits où on ne sera plus tellement vraiment en culture française. Mais le pire dans l'histoire, c'est que tous ceux qui accusaient Zemmour de racisme, d'islamophobie, en disant que dans certains quartiers, c'est la culture musulmane, c'est une autre culture extra-européenne qui s'installe, que même les Français, même les Blancs quittent ces quartiers. Et tout d'un coup, merde, il avait raison peut-être. Je dirais quand même qu'on a porté plainte contre lui pour ce propos-là. Et d'ailleurs, je ne sais même plus d'ailleurs s'il a perdu ou gagné son procès sur ce genre de propos. Mais force est de constater que là, la démographie qui a été faite sur ces quartiers, surtout parisiens, la grande couronne parisienne, là, ça en fait chier plus d'un. Évidemment, toute la malhonnêteté intellectuelle, alors là, s'exprime sur les réseaux sociaux en disant oui, mais là, c'est de l'instrumentalisation, c'est n'importe quoi, ça ne veut rien dire, les enfants naissent français, donc ils sont français, etc. Mais oui, bien sûr. Mais les gamins qui naissent français de parents étrangers, surtout extra-européens, c'est les mêmes qu'on voit aujourd'hui défiler sur les Champs-Élysées avec le drapeau algérien, le drapeau marocain, le drapeau tunisien, le drapeau turc, ce que vous voulez, le drapeau kurde, le drapeau israélien. Ouais, c'est des Français. Mais c'est des Français avec une culture traditionnelle, des racines familiales. Ce qui, par rapport à certaines cultures, à certains pays, à certains concepts, je dirais, culturels, il y a des incompatibilités avec la République. Tenez, qu'est-ce qu'on a eu devant, je ne sais plus quel ministère à Paris, on a eu une manifestation des Afghans en France pour exiger le rapatriement de leurs familles, qui sont restés au pays. Quand on dit que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, j'ai envie de dire, c'est vrai. C'est vrai parce que si nous accueillons par principe ou par humanisme, par solidarité, toute la misère du monde, tous les gens qui sont sous le joug des dictatures, qui sont les victimes de la guerre, le problème c'est que derrière vous allez générer du communautarisme de grande échelle en France, et vous savez que généralement, quand on accepte les uns et qu'on accepte les autres, alors que sur leur propre région, dans leur propre territoire, ça fait depuis des siècles et des siècles qu'ils se détestent, qu'ils se font la guerre, qu'ils se font des génocides. Qu'est-ce que vous croyez va se passer en France ? Je vous rappelle qu'il y a actuellement une tension diplomatique entre l'Algérie et le Maroc. Si jamais ces deux pays finissent par se taper sur la gueule, qu'est-ce que vous croyez va se passer en France ? Parce que je rappelle quand même que la communauté musulmane la plus importante, c'est la communauté algérienne, suivie par la communauté, alors je ne sais plus si c'est tunisien ou marocain, mais forcément, il va y avoir un problème. On a déjà des problèmes entre les Kurdes qui vivent en France et les Turcs qui vivent en France aussi. On a déjà des problèmes entre certaines tribus afghanes en France, des Pashtuns qui décident de taper sur la gueule de je ne sais plus quelle autre communauté, qui est une communauté plus modérée. Je rappelle, les talibans sont des Pashtuns à l'origine. Là oui, apparemment, on en a chopé un, qu'on a ramené, on l'a réussi à l'identifier celui-là, dites donc. Comme quoi, ça fonctionne bien, hein. Mais pour un qui réussit à être arrêté, combien il y en a qui réussissent à passer au travers du filtre ? Rendez-vous compte que le même jour
on nous affiche que Poutine déclare qu'il ne veut pas d'Afghans chez lui parce que ça serait l'opportunité pour permettre à des talibans d'infiltrer les frontières, et peut-être que lui, Poutine, n'a pas envie de reconnaître ce qu'ils ont connu dans les années 90, en 2005, etc. Et le même jour, on apprend en France qu'on a réussi à identifier un taliban le même jour. Pire. Alors là, celle-là, magnifique. Le chef des talibans en Afghanistan vient d'être nommé. Il s'agit d'un homme qui avait été arrêté par les Américains, qui avait été mis à Guantanamo. Mais qu'avec le temps, évidemment, on ne peut pas le garder parce que... Donc on l'a libéré. Alors non seulement les Américains se retirent d'Afghanistan, mais en plus de ça, le mec qui est devenu maintenant le chef de la République islamique d'Afghanistan est un mec que les Américains détenaient à Guantanamo. Là, je vais vous dire un truc qui va peut-être choquer, mais quand on a la conviction qu'un mec peut être dangereux, quand on a la conviction irréfutable, prouvée, que ce type, même si vous le remettez dans la nature, il recommencera. Il ne dérogera pas à ce à quoi il a été endoctriné. J'ai envie de dire, pourquoi est-ce qu'on élimine des gens qui sont des témoins gênants ou des gens qui savent des choses gênantes, etc. Et pourquoi on ne le fait pas pour ces types-là? Pourquoi est-ce qu'on investit des moyens pour tuer des gens parce qu'ils savent des choses sur des gens riches, bien placés, politiques, entreprises, groupes multinationales, industriels, groupes militaro-industriels et tout le tatim? Pourquoi est-ce que on est déterminé à foutre Assange hors d'état de nuire, quitte même à se le faire crever? Et qu'en revanche, quand on a un mec à Guantanamo dont on sait que ce mec-là, de toute façon, il reviendra dans le réseau, on le libère. Alors évidemment, il y en a peut-être un d'entre vous qui va me dire « Ah oui, mais peut-être justement, on le libère, pourquoi? Parce qu'on a peut-être passé un accord avec lui. » En effet, c'est pas faux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en matière de manipulation, on devient tellement vicieux que pourquoi est-ce qu'évidemment on ne pourrait pas imaginer que les Américains ont finalement libéré ce type en sachant peut-être voire même l'aider à devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et en échange, on lui dit écoute, ça, t'y touches pas. Le reste, tu fais ce que tu veux. Tu peux faire des génocides, des massacres, tuer des femmes parce que on s'en fout. Mais par contre, ça, t'y touches pas. Sinon, on t'élimine. Ok, cool, pas de problème. C'est tout à fait possible. Enfin, je dis ça, je dis rien. Enfin, tout ça pour dire que cette pandémie, on n'en a pas fini. Je pense qu'ils vont continuer à essayer de tirer jusqu'à la corde cette pandémie pour essayer de mettre en place ce qu'ils ont pour ordre de mettre en place, pour de plus en plus enfermer nos droits, supprimer des acquis, troisième dose, quatrième dose, rappel tous les ans, etc. J'ai envie de dire que cette accélération, bon an, mal an, avec certaines thématiques très sous-jacentes sur lesquelles certainement on reviendra parce que forcément à un moment donné ils vont finir par ouvrir le portail sur leurs véritables intentions. Ça rejoint ce que je disais dans la vidéo, le titre de la vidéo, de ma précédente vidéo, c'est qu'est-ce que tout ça cache? C'est quoi l'intention? Pourquoi? Est-ce que c'est juste vouloir installer le nouvel ordre mondial? Et après?
même s'ils réussissent à installer leur nouvel ordre mondial, ils seront toujours confrontés au fait que nous avons des cultures différentes, des langues différentes, des patrimoines différents, des origines et des histoires différentes. Et qu'à moins de tous nous massacrer, ils ne pourront pas empêcher des résistances, ils ne pourront pas empêcher des guerres civiles, ils ne pourront pas empêcher des guerres civilisationnelles. Ou alors, à moins de balancer la sauce de toutes les bombes nucléaires qu'ils ont sur la gueule en préservant certaines zones qu'ils ont l'intention de garder sous le coude pour pouvoir continuer leur hégémonie, contrôle absolu, totalitaire. Ouais, là, on est vraiment, oui, on est dans le fantasque, on est dans la science-fiction. Et je vais terminer cette vidéo avec une petite information qu'on a eue aujourd'hui. Apparemment, il y a un avion américain qui est un des rares avions qui existent au monde, qui est un testeur de radioactivité. Cet avion se balade dans différents endroits de l'Europe pour tester la radioactivité. Pourquoi ? Alors certains commencent à extrapoler que peut-être il y a eu un accident, quelque part, mais dont on n'a pas entendu parler, dont personne n'a eu entendu parler, dont personne n'a pu être le témoin direct pour dire, voilà, je fais une vidéo, apparemment il s'est passé tel problème dans telle usine de recyclage ou telle de production de plutonium ou truc comme ça. Peut-être que c'est rien, peut-être que c'est juste un avion payé par un organisme pour tester, peut-être régulièrement, tous les 10 ans, tous les 15 ans, le taux de radioactivité. Mais quand même, ça suscite quand même des questions. Alors évidemment, il y en a certains déjà qui montrent du doigt la Russie. Ouais, il y a eu un problème en Russie, personne n'est au courant, donc là ils sont en train de tester, voir la radioactivité, etc. Non. Tout simplement parce qu'en Europe, vous avez des tas d'endroits comme en France, où vous avez des systèmes de contrôle de l'air, et ces systèmes de contrôle de l'air peuvent en effet déclencher des alertes si jamais le taux de radioactivité est trop élevé. Donc s'il y avait eu un problème nucléaire quelque part, on le saurait. Surtout qu'aujourd'hui, on a des outils qui empêcheraient, évidemment, les gens de positiver ou d'essayer de manipuler, comme ça a été le cas en 86 avec Tchernobyl, qui ouvertement ont dit à la télévision qu'il n'y a pas de danger en France, le nuage radioactif s'est arrêté à la frontière. Oui, bien sûr. Heureusement, aujourd'hui, ça serait beaucoup plus difficile, puisque grâce à l'Internet, l'information circule. Même si parfois elle peut être considérée comme marginale, non fondée, même parfois des gens qui diffusent des vidéos qui présentent selon ce qu'ils ont voulu y voir, comme selon ce qu'ils ont retranscrit, de ce qu'ils ont été les témoins, souvent parfois avec une méconnaissance scientifique très prononcée, un peu comme le phénomène OVNI, pareil, je ne vais pas me lancer sur ce débat parce que il y a malheureusement beaucoup de gens qui sont très convaincus de certaines vidéos, alors que malheureusement, si vous avez une once de connaissances scientifiques, vous allez très vite vous rendre compte que ça n'a strictement aucun sens, que ça a une explication, mais que malheureusement, il y a souvent des gens qui n'ont pas, à un moment donné, ce recul, c'est-à-dire au lieu de tout de suite se jeter sur la conclusion qu'il s'agit d'OVNI, de plutôt faire l'inverse, de se poser la question, qu'est-ce que ça peut être d'autre ? Et souvent, c'est là que tout d'un coup, en cherchant bien, sauf qu'encore une fois de plus, nous sommes dans des sociétés de consommation où la facilité pousse les gens à ne pas aller plus loin, pas chercher plus loin, se contenter que de ce qu'ils croient avoir vu, être les témoins, pour faire des conclusions hâtives. Et comme Internet, ça va très très vite, regardez par exemple la fameuse vidéo qu'il y a quelques semaines ou il y a quelques mois qui avait été déclassifiée par les Américains, etc. Là aujourd'hui sur YouTube, vous avez des gens qui commencent à débunker cette vidéo et démontrer que c'est un phénomène pour lequel on n'a pas franchement d'explication, mais de là on tirait la conclusion que c'est un ovni, mais c'est du raccourci malhonnête. C'est une conclusion pas idiote, mais reflet de l'inexpérience
ou de l'absence de connaissances sur ce phénomène, sur ces phénomènes en général. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que de toute façon ça va encore évoluer, parce que je peux vous garantir qu'actuellement sur Twitter par exemple c'est la grosse guerre, ça se balance de la merde de partout. Sauf qu'il y a quand même des informations qui finissent par filtrer. Je viens juste de repenser un petit truc, c'est pour vous donner un petit peu un exemple des problèmes des réseaux sociaux, c'est qu'actuellement vous avez beaucoup de gens par exemple qui disent que Didier Raoult a été viré. Alors que non, il n'a pas été viré, ils vont le mettre à la retraite. C'est-à-dire qu'ils lui ont refusé l'extension de sa possibilité de pouvoir continuer de travailler au-delà de l'âge de la retraite, enfin de sa retraite, puisque c'est des conventions un peu particulières dans ce domaine-là, puisqu'il a 68 ans quand même. En revanche, Fouché, oui, Fouché a été remercié, mais finalement Fouché a décidé de partir de lui-même plus tôt que prévu. Donc voilà, le mec il a dit ok, puisqu'on a décidé de me virer au mois d'octobre, je ne vais pas attendre le mois d'octobre, je me barre maintenant. Ce qui à la limite n'est pas plus mal. Donc voilà pour cette vidéo. D'ici qu'on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. On reviendra certainement sur les mêmes thématiques, même si j'aimerais bien pouvoir faire une vidéo un peu sur autre chose, etc. Mais là, malheureusement, l'actualité va tellement vite que je pense que c'est important d'en partager les tenants et les aboutissants. Et d'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.